Alors, mesdames, messieurs, Sonia Kronlund et moi-même sommes honorées et heureuses de présider cette table ronde qui, parce qu'elle est la 6e de cette session, démontre toute la richesse du thème qui a été retenu cette année. Alors, parce que l'on ne parle pas forcément bien de soi, Sonia et moi nous sommes confiés la tâche de nous présenter l'une l'autre. C'est donc moi qui commencerai par vous dire que Sonia est née de la rencontre de l'aristocratie suédoise et du prolétariat français, et qu'elle est donc naturellement devenue une femme curieuse du monde qui l'entoure et des différences. Comme elle l'exprime si joliment, et je vais donc la citer, que ce soit au bout du monde ou au coin de la rue, elle aime les détails piquants, les bonnes histoires et les dictatures qui vacillent, et c'est vrai que l'actualité ne doit pas la décevoir. Cela peut donc paraître naturel que cette normalienne, agrégée de lettres, soit passée de l'écriture de fiction à la production et à la réalisation de documentaires qui lui permettent d'aller à la rencontre de l'autre et de nous le présenter. Alors elle se rend au bout du monde, principalement en Iran et en Afghanistan, où elle retourne depuis plus de 15 ans et nous emmène avec elle, notamment à travers son long métrage documentaire Nothing Wood, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2017. Mais elle nous emmène aussi au coin de la rue où elle rencontre ces gens dits aux vies ordinaires qui nous aident, grâce à elle, à garder les pieds sur terre chaque jour sur France Culture depuis 15 ans également. À 13h30. Merci beaucoup à brillante présentation de Marielle Garrigos, que je vais vous présenter rapidement, qui est d'origine argentine, qui a fait une thèse de doctorat qu'elle a soutenue en 2004 en procédure pénale sur la lutte contre le terrorisme. Alors, cette jeune femme a intégré l'École nationale de la magistrature en 2007 et rejoint la section antiterrorisme du parquet de Paris en janvier 2014. Et elle est devenue, je crois que c'est une nouveauté, le référent victime en septembre 2016, juste avant les attentats du 13 novembre. Donc vous imaginez qu'elle a eu du travail, et du travail difficile. C'est sans doute pour ça et pour d'autres raisons plus personnelles que l'idée d'un devoir de mémoire a pris pour elle récemment une signification nouvelle et forte au contact des victimes d'actes de terrorisme qu'elle côtoie, hélas, très régulièrement dans son travail. Elle m'a prétendu, en préparant cette journée, qu'elle avait une mémoire de poisson rouge, mais je n'y crois pas du tout. Et on va le voir aujourd'hui. Elle vous présentera les deux premiers invités de cette matinée. Alors, j'en viens effectivement au vif du sujet, inscriptions et empreintes. Les inscriptions qui permettent de fixer la mémoire, d'y graver les empreintes et notamment celles des souvenirs, ce qui permet de les sauver, heureusement, de l'indifférence et de l'oubli. Les modes d'inscription sont multiples et je pense que chacun des 6 intervenants que nous inviterons successivement à rejoindre le pupitre pour présenter son exposé, les rappelleront. Alors on ne peut pas vivre sans doute sans mémoire ni souvenir, mais parfois l'on n'arrive pas davantage à vivre avec. Et c'est alors que l'on peut s'interroger avec Madame Méadel. La mémoire traumatique est-elle une affaire d'État ? Qui mieux que Juliette Méadel pour poser cette question, proposer des pistes de réflexion ? Elle est avocate, docteure en droit, diplômée de sciences politiques et de philosophie, énarque. Et surtout, Madame Méadel a été secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge de l'aide aux victimes de février 2016 à mai 2017. C'est elle qui a conçu et mis en place la première politique interministérielle de l'aide aux victimes d'attentats, de catastrophes naturelles et d'accidents collectifs, qui évidemment reste toujours en vigueur et continue d'être appliquée aujourd'hui et ce chaque jour. Et c'est elle aussi qui aura impulsé ce qui va devenir une feuille de route européenne de la prise en charge des victimes. Madame la ministre, si vous le voulez, vous avez la parole pour 15 minutes, pas une de plus. Vous êtes rompue à l'exercice du grand oral, donc je ne doute pas que vous saurez donner le ton. Merci pour vos mots d'accueil chaleureux. Bonjour à tous. Alors, il me revient la lourde charge d'ouvrir cette deuxième journée de colloque. Vous avez hier entendu des intervenants parler de sujets éminemment intimes,
quoi de plus intime que la mémoire? Quoi de plus irréductiblement lié à l'individu, à sa subjectivité, au passé de chacun, que ces exposés que vous avez entendus, notamment des exposés de psychiatres, sur cette question de la mémoire. Alors, au fond, il a été question de mort, de passé, d'invisibilité, de parentalité, de désir aussi, de désir individuel, bref, d'intimité. Et cette entrée dans les tréfonds de l'âme nous conduit aujourd'hui, et vous conduit probablement à vous dire, mais au fond, qu'est-ce que le politique a à dire lorsqu'il s'agit de mémoire, a fortiori de mémoire traumatique, et que cette question de la mémoire est indissolublement liée à l'intime, au fond, à quelque chose qui relève de la sphère privée. Et si le politique se mêle de la sphère privée, de la sphère intime, de ce qui regarde la liberté de chacun, alors est-ce que nous ne sommes pas en train de nous acheminer vers ces cités? Je pense évidemment à Sparte, où, au moment de la guerre de Sparte, cette mère de famille qui attend des nouvelles de son fils soldat pose la question au messager, avant même de lui dire « mais au fond, est-ce que mon fils est mort ?» Elle lui dit « est-ce que nous avons gagné la guerre ?» Et dans ces modèles de société-là, il n'y a plus d'intime, car le politique a tout envahi. Alors aujourd'hui, pourquoi je viens vous voir pour parler d'intime? Eh bien, peut-être que je pense avec Anthony Giddens qu'au fond, nous sommes dans un moment social où l'intime se démocratise et où, au fond, cette forme de démocratisation des relations intimes et de ce que chacun vit est peut-être l'apanage de notre société. Mais moi, je crois, en tant qu'ex-secrétaire d'État à l'aide aux victimes, que le politique a quelque chose à dire et quelque chose à faire, parce que la mémoire, notre mémoire collective, a été profondément bouleversée, évidemment par les attentats, mais aussi par ce qui relève d'un monde où nous sommes entrés, qui n'est plus vraiment en guerre, pas vraiment en paix, et qui a profondément marqué la situation de la France aujourd'hui. Alors, je voudrais aborder un premier point, qui est un point qui me semble essentiel, qui est cette question de la mémoire traumatique. Effectivement, je me suis interrogée tout au long de cette réflexion, est-ce que la mémoire traumatique est une affaire d'État? Eh bien, ce que je veux vous dire ici, c'est que cette mémoire traumatique sur laquelle je vais revenir a un impact politique et social important. Les victimes que j'ai vues tout au long de ces 18 mois d'exercice de mon mandat sont des victimes physiques, sont des victimes psychiques, sont des victimes qui ont toutes été confrontées au même choc, qui était ce choc émotionnel fort, ce traumatisme que les spécialistes ont qualifié de stress post-traumatique et qui a des conséquences biologiques. On les connaît bien, ces conséquences biologiques. Elles ont des conséquences qui bouleversent leur vie quotidienne. Et j'ai rencontré évidemment des centaines de personnes me disant que même lorsqu'elles n'avaient pas été victimes physiques, elles avaient pour la plupart des troubles de nature biologique et des troubles de nature physique. Leur vie est devenue infernale. Elles ont, et c'est la caractéristique de ce stress post-traumatique, revécu en fait en boucle l'événement avec des réactions somatiques et psychologiques intenses. Alors évidemment, ce choc est subjectif car il est lié au fond à l'histoire de chacun, à la personnalité de chacun, à l'âge, à la position sociale. Et cette particularité, évidemment, s'appuie finalement sur deux raisons profondes et deux raisons fondamentales. La première, c'est que le trouble post-traumatique est lié au passé de chacun, est lié à la personnalité de la victime. Il est foncièrement original, il est foncièrement spécifique, il est foncièrement unique. Et certaines victimes ont en plus des facteurs de vulnérabilité qui augmentent et qui accroissent le risque de troubles post-traumatiques. Il y a par exemple les difficultés émotionnelles durant l'enfance, des antécédents de troubles psychiques personnels et familiaux, des problèmes relationnels, un environnement socio-économique précaire, tout ça, ce sont des facteurs aggravants. Et puis, il y a aussi évidemment d'autres facteurs qui sont plus protecteurs. Par exemple, pour l'enfant, sa relation avec ses parents, le soutien, un environnement familial positif, évidemment, change complètement la nature des troubles.
Et chez l'adulte, au fond, quand le choc intervient sur un adulte, c'est la capacité à prendre de la distance par rapport aux événements, à maîtriser les situations ou bien à avoir un projet de vie affirmé qui fait que ça peut être aussi un facteur de rebond. Donc, en un mot commençant, le trouble est totalement spécifique et original. Deuxièmement, le traumatisme dépend aussi de la nature du drame. Vous avez rappelé tout à l'heure que je ne me suis pas occupée que des victimes d'attentats, des victimes d'accidents collectifs, d'accidents de transport, de catastrophes naturelles aussi, d'incendies, de violences, d'infractions pénales. On a beaucoup parlé des victimes de violences sexuelles. Et évidemment, ces événements-là n'ont pas un impact comparable parce que la violence n'est pas la même. Donc on voit bien qu'au fond, l'irréductibilité du choc post-traumatique est liée à la personne, est liée à la nature du choc, ce qui rend évidemment l'intervention publique encore plus complexe puisque elle est rétive au fond à la subjectivité de la prise en charge. Et malgré cette particularité, les conséquences sociales et les conséquences publiques sont communes et sont comparables. Alors évidemment, vous connaissez les conséquences sociales de ces chocs. Je vais quand même vous en donner quelques-unes, mais une victime sur 4 souffre de maladies somatiques. Exemple de maladies somatiques liées à un choc. Céphalée, dorsalgie, gastralgie, asthme, hypertension artérielle, canicie, psoriasis, goitre, diabète. Je vous les cite car elles ont été mesurées, elles ont été constatées. Et au fond, la lésion, disent les spécialistes, la lésion psychosomatique est un langage, est aussi un appel à l'aide. Et c'est la raison pour laquelle les traumatisés, la quasi-totalité des traumatisés, ont besoin évidemment d'une prise en charge dédiée, d'une prise en charge spécifique. On a constaté évidemment des troubles, anorexie, boulimie, des conduites à risque, la consommation excessive de tabac, d'alcool, de drogue. Chez de nombreuses victimes que j'ai visitées à l'hôpital, il y a aussi évidemment une addiction, car c'est aussi ce qui peut permettre, je vous le dis entre nous, si je puis dire, mais évidemment, la consommation de drogue, à un moment donné, a été constatée parce que le choc est tel que la vie devient insupportable. Alors évidemment, ces conduites qui sont des conduites à risque ont un impact politique, ont un impact public essentiel et appellent nécessairement l'intervention et la solidarité légitime des pouvoirs publics. La réponse doit donc être à la hauteur. La question est d'abord une réponse, et c'est le deuxième point de mon intervention aujourd'hui. Cette prise en charge, cette intervention est rendue absolument nécessaire, d'abord dans l'urgence et ensuite sur le suivi à long terme. L'intervention matérielle des pouvoirs publics est indispensable et ce que cherchent à faire les pouvoirs publics au moment où un attentat survient, c'est notamment sur l'aspect psychologique, c'est d'avoir les bons mots, les mots justes. Les personnels de secours ont été formés pour cela, mais nous avions décelé qu'il y avait un certain nombre de mots qu'il valait mieux éviter de prononcer pour éviter que le traumatisme n'augmente. Alors, on a essayé de lancer une action qui s'appelait les mots qui sauvent. En fait, les mots qui sauvent, un peu comme les gestes qui sauvent, ça n'est pas nécessairement des mots magiques, mais c'est surtout d'éviter, par exemple, de dire à quelqu'un qui a subi un drame ou qui a perdu un enfant dans un attentat la veille, éviter de lui dire « bonne journée, madame ». Des petites choses toutes simples, mais qui ont été évidemment essentielles et qui vous montrent que tout se joue aussi dans les premiers instants de l'urgence et dans les premiers instants de la prise en charge. Beaucoup de choses ont été faites. Il me reste peu de temps, mais vous avez probablement entendu parler des cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont été mises en place en 1995 par Xavier Emmanuelli, qui sont ces cellules d'urgence où des psychiatres sont formés, pas tous, mais beaucoup, au psychotrauma et à la capacité à prendre en charge des personnes sous le choc post-traumatique. En tout cas sous le choc traumatique. La médecine civile s'est évidemment adaptée à la prise en charge dans l'urgence des victimes, avec notamment la capacité à faire comme en matière de médecine de guerre, c'est-à-dire des gestes qu'on appelle le damage control. Autrement dit, on fait un tri entre blessés. Les blessés les plus urgents sont tout de suite envoyés à l'hôpital et on s'occupe des autres avec des gestes de la médecine de guerre. Si je vous parle de ça, c'est de vous dire à quel point le traumatisme est puissant et important et à quel point le personnel de secours est lui aussi
pris dans ce choc traumatique. Un pompier qui n'a pas été sur un terrain de guerre, un médecin, un responsable associatif, un psychologue qui n'a jamais, par essence, été sur un terrain de guerre, qui se retrouve au Bataclan ou à Nice, et lui-même, et j'en ai vu beaucoup, et les policiers aussi, et les gendarmes, et certains militaires qui n'ont jamais connu les théâtres d'opération à l'étranger, sont eux-mêmes fascinés, si je puis dire, hypnotisés par des images qui, pour beaucoup, ont eu des conséquences sur leur vie intime et sur leur vie professionnelle. Et donc, eux aussi ont une mémoire qui a été marquée au fer rouge par ce qu'ils ont vécu. Alors, me direz-vous, la réponse des pouvoirs publics, au-delà de cette prise en charge dans l'urgence, au-delà des moyens, au-delà des médecins, au-delà de tout ce qu'on sait, elle est aussi d'ordre symbolique, et c'est sur le symbolique que le rôle du politique est essentiel. Parce que, au fond, ce qu'il faut, une fois que l'indicible, l'innommable a été vécu par chaque individu, c'est être capable pour le politique de créer un récit, d'imaginer un récit. Pourquoi ? Parce que la mise en récit produit du sens, et que dans ces moments-là, on sait bien que ce qu'il manque à chaque individu, mais aussi au collectif, c'est de trouver un sens à ce qui n'en a pas. Alors c'est là que l'intervention du politique se joue, parce que la réparation symbolique, au moment notamment des commémorations, est essentielle. Et je vous rappelle la réactivité des pouvoirs publics qui se déplacent à chaque fois qu'il y a un drame, qui viennent tout de suite au moment des attentats de novembre ou de Nice. Le président de la République, le Premier ministre se sont déplacés, mais il y a aussi Irma et toutes les catastrophes naturelles qui donnent lieu tout de suite à une prise de position. Et les mots qui sont les mots des politiques à ce moment-là ont un sens. La musique, tout le rituel de la République, je citerai par exemple ces mots de Manuel Valls disant, juste après les attentats de janvier, et la Marseillaise tout à l'heure qui a éclaté dans cet hémicycle, il est à l'Assemblée nationale, était une magnifique réponse, un magnifique message aux blessés, aux familles qui sont dans une peine immense et dans une peine inconsolable. Le discours du président de la République à Nice au moment des hommages, la parole, c'est-à-dire les drapeaux, la musique, tout ce décorum, entre guillemets, montre que la République est aux côtés des victimes. Mais ça n'est pas que du décorum, c'est aussi une réparation qui est une réparation symbolique. La commémoration, et c'est par là que j'en terminerai, la commémoration montre à quel point la question de la mémoire, qui est intime, subjective, en fait, est indispensable à être réparée parce qu'elle devient mémoire collective. Et le récit qui sera construit sera un récit pour les générations futures. La façon dont vous avez vécu les attentats a besoin d'une mise en récit pour que nous puissions expliquer, y compris dans les livres d'histoire, aux jeunes générations ce qu'il s'est passé. Et pour que, si possible, nous puissions retrouver un fil. Par exemple, vous connaissez probablement le mémorial du 11 septembre à New York, qui a été édifié en mémoire des victimes d'attentats et qui comporte, au-delà de la mise en lumière du contexte qui a précédé les attentats de septembre, un rappel de chaque individu, c'est-à-dire que chaque victime a sa photo, il y a des mots qui sont dits, qui sont prononcés, il y a des enregistrements qui montrent qu'on est au confluent entre quelque chose d'irréductiblement intime et humain et en même temps une dimension politique incontestable. Alors je conclurai ainsi par ces quelques mots, la mémoire individuelle, la mémoire traumatique est aussi collective. Et le rôle du politique n'est donc pas étranger à la restauration ou à la réparation de la mémoire, parce que d'abord, il offre un cadre de bienveillance protectrice au nom d'un projet de société qui doit intégrer un impératif de solidarité, un impératif de mieux vivre et un impératif de mieux être. Et en second lieu, le politique doit produire du sens pour les générations futures en tentant d'inscrire l'insensé ou l'inimaginable horreur dans une perspective qui doit redonner de l'espoir pour nous permettre de continuer à vivre ensemble le moins mal possible, mais surtout le mieux possible. Je vous remercie.